Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Terrier, je travaille en médecine interne à l'hôpital Cochin au sein du centre de référence maladies rares et notamment au sein du groupe français d'études des vascularites. Donc je suis ravi aujourd'hui de vous parler des périartérites noueuses. J'ai choisi de l'intituler au pluriel puisqu'aujourd'hui la périartérite noueuse est probablement en fait une entité que l'on peut retrouver associée à différentes maladies, d'où le terme au pluriel. Donc voici quelques-uns de mes liens d'intérêt. Donc par définition, la périartérite noueuse est une vascularite nécrosante des vaisseaux de moyen ou de petit calibre qui, par opposition aux vascularites à ANCA, ne provoquent pas de glomérulonéphrite, pas d'atteinte capillaire des artérioles ou des vénules et n'est pas associée à des ANCA. La maladie a été en fait décrite dans les années 1965 et la description initiale est assez intéressante pour voir un petit peu la profondeur de l'altération de l'état général dans laquelle les patients pouvaient se trouver. Et vous voyez que la première description qui était celle de Kussmaul-Mayer en 1966 était celle d'un jeune tailleur de 27 ans qui s'était adressé à la clinique, donc aux urgences de l'hôpital de Fribourg, avec des premières impressions des médecins qui, comme vous pouvez le voir, se caractérisaient par le fait qu'on pouvait comprendre le pronostic très mauvais du patient avant même d'avoir trouvé les raisons pour lesquelles il était là, et cela témoigne vraiment le niveau d'altération de l'état général dans laquelle sont souvent les patients atteints de périartérite noueuse. Et cela a suivi l'année suivante par la publication par Kussmaul-Mayer de la description qu'est la périartérite noueuse, en tout cas dans sa forme primitive. Alors la périartérite noueuse a fait l'objet en 1990, comme d'autres vascularites, de critères de classification pour, chez un patient atteint de vascularite, distinguer les vascularites entre elles. Et vous voyez qu'on retrouve des grands éléments du diagnostic de la pathologie, comme l'altération de l'état général avec l'amaigrissement important, les douleurs musculaires, l'atteinte neurologique périphérique, l'hypertension artérielle, également le fait, ce qui n'est plus trop d'actualité aujourd'hui, d'avoir une infection par le virus de l'hépatite B, et également les anomalies angiographiques. Et ces critères avaient à l'époque la possibilité de distinguer, de classer correctement la périartérite noueuse avec une performance qui était acceptable mais qui n'était pas, comme vous pouviez le voir, parfaite. Dans un second temps, l'équipe du groupe français d'études des vascularites, avec Corneliu Hennegar, avait tâché cette fois-ci d'essayer d'établir des critères diagnostiques de la périartérite noueuse, avec là encore un groupe de patients ayant une périartérite noueuse et des patients ayant d'autres vascularites. Et comme vous pouviez le voir, parmi les critères positifs qui étaient très en faveur du diagnostic, c'était la présence de microanévrisme en imagerie, c'était la présence d'une atteinte neurologique périphérique et c'était la présence d'un ADN du virus de l'hépatite B. En revanche, dans les critères négatifs, il ne fallait pas avoir d'ANCA, pas d'asthme, pas de glomérulonéphrite, pas de manifestation ORL qui aurait orienté plus vers une granulomatose avec polyangéite ou une granulomatose éosinophilique avec polyangéite, et également une cryoglobulinémie positive. Donc là, vous pouvez voir sur cette image une lésion de vascularite nécrosante chez un patient n'ayant pas d'ANCA et qui est tout à fait ce que l'on observe au cours d'une vascularite de type périartérite noueuse, avec, comme vous pouvez le voir, la nécrose fibrinoïde de la média qui a ce matériel éosinophile qui remplace la média, une thrombose au sein du vaisseau et également un infiltrat inflammatoire très important autour et dans la paroi vasculaire, et tout ceci aboutissant, notamment par le phénomène thrombotique, à une ischémie, voire une nécrose des organes atteints et donc aux manifestations cliniques que l'on peut voir. Donc les éléments clés vraiment à noter sur le plan histologique, c'est vraiment la notion d'une panartérite, c'est-à-dire que les trois tuniques vont être touchées, la nécrose fibrinoïde de la paroi et de la média qui signe le côté le terme de vascularite nécrosante, le fait d'avoir une prolifération intimale qui peut aller jusqu'à la thrombose et des lésions d'âge différents. Alors vous pouvez voir ici sur ces images
notamment dans des biopsies nerveuses et ou musculaires, eh bien des lésions tout à fait typiques de périartérite noueuse où l'on peut voir, eh bien, comme je vous le disais, cet infiltrat inflammatoire très important qui concerne toutes les parois et notamment très important au niveau de l'adventice et également de la nécrose fibrinoïde remplaçant la média. Là, vous avez d'autres exemples d'images qui vous témoignent, là encore, de l'agressivité, en tout cas du processus vascularitique, avec, vous le voyez à chaque fois, une occlusion de la lumière au sein du vaisseau. Alors l'épidémiologie, c'est une maladie excessivement rare. Vous voyez que l'incidence, mais dont les études remontent maintenant à plus de 20 ans, eh bien, retrouver une incidence à 0,7 cas pour 100 000 habitants. La prévalence, notamment en France, dans le département de Seine-Saint-Denis, retrouvait 35 cas par million d'habitants. Et ce que l'on a pu observer depuis ces études, c'est une diminution quand même très importante de la prévalence, essentiellement par le biais de la quasi-disparition des formes liées au virus de l'hépatite B, notamment par la vaccination et les mesures d'hygiène. Donc aujourd'hui, les causes, c'est essentiellement les formes dites primitives, ou en tout cas qu'on pense être primitives. Bien entendu, certaines causes virales, encore l'hépatite B, même si c'est devenu très rare, d'autres virus comme le virus de l'hépatite C, le VIH également, certaines formes d'infection par le parvovirus B19 et également une entité très particulière que l'on appelle la chronic active EBV infection, qui est en fait un déficit immunitaire associé à une intégration du virus EBV soit dans les lymphocytes T, soit dans les lymphocytes NK. Il y a également des tableaux de périartérite noueuse qui peuvent compliquer bien entendu des maladies auto-immunes, des hémopathies, des syndromes génétiques comme le déficit en adénosine déaminase 2 ou plus récemment le syndrome VEXAS. Donc c'est une maladie qui a une légère prédominance masculine avec un âge médian autour de 50 ans. Et donc, vous pouvez voir sur cette diapositive, issue du travail de la série du groupe français d'études des vascularites avant 2005, que Christian Pagnot avait rapporté, que les signes généraux sont présents chez quasiment la totalité des patients. Donc avec de la fièvre, avec une altération massive de l'état général. L'atteinte neurologique périphérique est présente chez environ 2/3 à 3/4 des malades. L'atteinte cutanée, notamment par le biais du livedo réticularis que vous pouvez voir sur la diapositive, ou des nodules inflammatoires sous-cutanés est présent chez un malade sur 2. Et ensuite, on a des atteintes qui peuvent faire vraiment le pronostic de la maladie, comme l'atteinte gastro-intestinale, parfois l'atteinte rénale, qui peut être à l'origine, là aussi, de manifestations sévères mettant en jeu le pronostic vital. Donc là, vous avez par exemple ici quelques illustrations de ce que pouvaient mettre en évidence les images artériographiques avec notamment, comme vous pouvez le voir, des micro-anévrismes avec ces dilatations des vaisseaux alternant avec des phases de sténose. Et donc cette image angiographique était vraiment la signature de l'atteinte des vaisseaux de moyen calibre et était un élément diagnostique très fort. Vous pouvez voir également sur cette image d'autres images d'anévrisme des vaisseaux, notamment de la vascularisation rénale. Et il peut y avoir également parfois des images d'infarctus rénaux avec, comme vous pouvez le voir sur cette image, des zones plus claires qui correspondent à un défaut de vascularisation sur les temps tardifs de l'artériographie et qui témoignent notamment de cette manifestation que l'on peut voir à type d'infarctus rénaux, mais on peut voir également des infarctus spléniques également. Alors l'évolution du concept de la périartérite noueuse a été très important au cours des 15 dernières années et notamment en observant que cela pouvait être une entité associée à d'autres maladies inflammatoires. Et donc on distingue les formes primitives dont je vous parlais, qui sont quand même probablement aujourd'hui encore les plus fréquentes, et des formes secondaires qui sont dominées par les maladies auto-inflammatoires, notamment le déficit en adénosine déaminase 2, notamment la fièvre méditerranéenne familiale, et maintenant également le syndrome VEXAS, mais également les infections comme l'hépatite C, le VIH et l'hépatite B, bien entendu. Il y a également les hémopathies dont nous parlions, mais qui parfois n'ont pas les caractéristiques, en tout cas
typique ou en tout cas la preuve histologique de la vascularite, même si le diagnostic peut être fortement suspecté quand on a un tableau très inflammatoire avec de la fièvre. Donc, concernant la photographie de la maladie peut-être au cours des 15 dernières années, eh bien, nous avions pu, au sein du groupe français d'études des vascularites et par le biais d'un travail conduit par Julien Romer, identifier 200 patients depuis 2005, en gros, ayant une périartérite noueuse, avec, comme vous pouvez le voir, toujours cette légère prédominance masculine, un âge médian assez identique de 53 ans, des signes généraux qui sont toujours aussi fréquents, et en termes de manifestations, sinon, essentiellement les atteintes musculo-squelettiques, l'atteinte neurologique périphérique, l'atteinte cutanée étant particulièrement fréquente. Et c'est vrai que les atteintes digestives, fort heureusement, sont moins fréquentes depuis que les formes liées au virus de l'hépatite B sont devenues quasi inexistantes. Concernant les manifestations biologiques, eh bien, le tableau classique, c'est un grand syndrome inflammatoire biologique avec une protéine C réactive élevée, une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Et il ne faut pas oublier que la périartérite noueuse est une cause classique d'hyperéosinophilie. Il n'y a pas que la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, le syndrome de Church-Strauss, mais la périartérite noueuse et la granulomatose avec polyangéite, maladie de Wegener, peuvent également donner des grandes éosinophilies. Et cette maladie, la périartérite noueuse, peut également donner des monocytoses, dont il faut toujours se méfier qu'il ne s'agisse pas d'une leucémie myélomonocytaire chronique, mais dans le cadre du syndrome inflammatoire biologique, il n'est pas rare d'avoir des monocytoses qui peuvent monter jusqu'à 1800 par millimètre cube. Et vous voyez que probablement, quand on identifie une hyperéosinophilie, on a l'impression d'avoir des manifestations que l'on peut voir au cours du syndrome de Church-Strauss avec un peu plus d'atteinte cardiaque, un peu plus d'atteinte pulmonaire, alors que quand on a une monocytose, on a probablement des tableaux plus inflammatoires et avec une altération de l'état général plus marquée. Concernant les causes, vous voyez que dans cette étude que nous avions faite, 72% étaient des formes primitives et 28% étaient des formes dites secondaires, et les principales causes qui étaient retrouvées, c'était soit des myélodysplasies, soit des lymphoproliférations, donc plutôt B, soit des syndromes auto-inflammatoires, comme notamment le déficit en adénosine déaminase 2 ou la fièvre méditerranéenne familiale. Il y a également des cancers solides qui peuvent s'associer à ces formes, et c'est important d'identifier ces formes secondaires parce que, comme vous pouvez le voir sur le tableau en bas de la diapositive, eh bien, elle s'associe à un risque multiplié par 3 de mortalité par rapport aux formes primitives, et donc peut-être parfois en particulier en raison d'une errance sur le diagnostic de la maladie causale. Alors le traitement de cette diagnostic de cette périartérite noueuse, eh bien, quand on est face à une forme primitive, il va reposer sur la présence ou non de facteurs de mauvais pronostic. Ces facteurs qui avaient été identifiés dans le 5-Factor Score, eh bien, sont la protéinurie, sont l'insuffisance rénale, l'atteinte cardiaque, l'atteinte digestive et l'atteinte du système nerveux central. Et vous voyez sur le graphique que plus on avait des facteurs de mauvais pronostic, plus la mortalité, c'est-à-dire la survie globale ici, était mauvaise. Et donc aujourd'hui, on a tendance à traiter plus lourdement les patients qui ont une forme grave, avec au moins un facteur de mauvais pronostic, par une association d'immunosuppresseurs, le cyclophosphamide en traitement d'induction et le méthotrexate ou l'azatioprine en traitement d'entretien en association à la corticothérapie, alors qu'en première ligne, dans une forme sans facteur de mauvais pronostic, eh bien, on attaquera préférentiellement avec des corticoïdes seuls. Concernant l'efficacité de cette stratégie conventionnelle, qui était quand même la règle jusqu'à il y a peu, eh bien, vous pouvez voir que dans la série historique, eh bien, les formes primitives non liées au virus de l'hépatite B avaient tendance à moins mourir mais à plus rechuter, alors que les formes associées aux formes au virus de l'hépatite B avaient tendance à moins rechuter si il y avait eu un traitement antiviral associé, mais à plus mourir. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que eh bien, vous voyez que comparativement à la polyangite microscopique en rouge, eh bien, la périartérite noueuse rechute significativement moins, mais rechute quand même d'environ 40% des cas.
et que concernant la survie globale, eh bien, si on regarde quel était le pronostic de la maladie initialement selon le FFS, eh bien vous voyez c'est la courbe en pointillé et que la prise en charge conventionnelle fondée sur le FFS a permis, semble-t-il, d'améliorer la survie globale qui était plus élevée que la survie globale attendue. Alors, qu'a-t-on comme autre stratégie quand ce traitement de première intention, en tout cas, est un échec? Eh bien, outre l'utilisation d'autres immunosuppresseurs conventionnels, eh bien, la question des biothérapies se pose. Et donc, dans le cadre d'un travail européen, eh bien, nous avions pu collecter de manière rétrospective, car les données sont malheureusement absentes pour ce qui est des données rétrospectives, et montrer que, eh bien, le rituximab, les anti-TNF, le tocilizumab, l'anti-IL6 récepteur, avaient été des stratégies utilisées chez les patients et que peut-être que le tocilizumab semblait donner des résultats un peu plus importants mais au prix d'une toxicité un peu plus importante également, que les anti-TNF semblaient avoir autant d'échecs que de succès avec une meilleure tolérance néanmoins, et le rituximab était peut-être moins efficace, sachant que le rationnel physiopathologique de la maladie plaide plutôt pour l'utilisation des anticytokines inflammatoires plutôt que des anti-lymphocytes Rb. Alors, il y a quand même des particularités. Il y a la périartérite noueuse associée aux mutations du gène ADA2 qui ont la particularité de survenir précocement dans la vie, c'est des maladies génétiques, avec beaucoup de fièvre, une atteinte du système nerveux central à type d'AVC lacunaire, ce que ne donne pas d'habitude la périartérite noueuse, et une atteinte cutanée importante. L'autre chose, c'est que c'est un authentique déficit immunitaire et donc on peut avoir une érythroblastopénie, une neutropénie, une baisse des gamma-globulines. Et ce qui a été montré, c'est que cette mutation avait tendance à orienter la réponse inflammatoire innée de la lignée monocyte-macrophage vers un phénotype plutôt dit M1 qui est pro-inflammatoire. Et de manière intéressante, une étude réalisée sur des formes primitives chez l'adulte avait identifié 6,8% de mutations d'ADA2 chez des adultes ayant une forme étiquetée primitive, montrant que peut-être certaines formes de l'adulte pourraient être en rapport avec des mutations peut-être moins délétères que les mutations présentes chez l'enfant, mais qui pourraient en tout cas expliquer la maladie et peut-être ouvrir la voie dans ces situations aux anti-TNF. En tout cas, très clairement, le traitement qui a révolutionné la prise en charge de cette maladie, c'est clairement l'efficacité des anti-TNF avec cette lettre dans le New England qui avait montré qu'avant l'utilisation des anti-TNF, vous voyez qu'on avait énormément d'épisodes d'accidents vasculaires cérébraux et que dès que les patients étaient mis flèche bleue vers la droite sous anti-TNF, on n'avait plus d'accidents vasculaires cérébraux. Alors pour finir, la périartérite noueuse est également un tableau qui peut s'observer dans certaines mutations dites somatiques, c'est-à-dire acquises, du gène UB1, ce qui définit le syndrome VEXAS. Et vous voyez que dans la série initiale, 12% des malades répondaient à un diagnostic de périartérite noueuse. Et la mutation est une mutation perte de fonction et il a été montré le rôle pathogène de cette mutation et avec des recherches aujourd'hui qui se font dans de nombreux centres, mais aujourd'hui le traitement n'est pas parfaitement codifié. Pour finir, dernière diapositive, la forme particulière de la périartérite noueuse cutanée que voient plus que nous les collègues dermatologues et qui est vraiment une entité que l'on appelle une single organ vasculitis, c'est-à-dire que habituellement elle reste cantonnée à la peau avec parfois quand même des douleurs d'allure neuropathique qui témoigneraient possiblement d'une atteinte neurologique sensitive. Ce qui est très important, c'est que ce sont des formes habituellement très chroniques, très récidivantes, qui n'évoluent quasiment pas vers la forme systémique et donc le traitement doit prendre en compte cela et généralement on débute par des traitements plus légers comme la colchicine, le plaquenil, la disulone et on augmente progressivement le poids thérapeutique uniquement en cas de nécessité. Donc pour finir, c'est une vascularite nécrosante qui n'est pas associée aux ANCA, donc la présence d'ANCA élimine le diagnostic de périartérite noueuse. Même si nous sommes en 2022, les corticoïdes et les immunosuppresseurs conventionnels restent le traitement de choix et de première intention. Il faut savoir évoquer dans certaines situations, notamment chez les jeunes enfants, lorsqu'il y a une atteinte du système nerveux central, eh bien, le déficit en ADA2.
Il faut savoir évoquer à l'inverse en cas d'anémie macrocytaire, très réfractaire au traitement, avec une maladie inflammatoire chez l'adulte plutôt de sujet masculin, de sexe masculin au Vexas. Et eh bien, le traitement des formes secondaires, bien entendu, repose sur le traitement de la cause et comme je vous l'ai dit, en cas de syndrome de déficit en adénosine déaminase 2, sur l'utilisation des anti-TNF. Voilà, je vous remercie et à bientôt.